Et c'est là où on va voir des grands États démocratiques, comme la Confédération helvétique, comme l'Irlande, comme l'Espagne, comme alors, le Luxembourg, on pourrait encore, qui ont dit c'est très bien de le signer, mais il ne faut surtout pas le transposer juridiquement. Moralité, c'est encore un sujet, jusqu'il y a encore quelques mois, c'est un sujet que les différentes majorités suisses se relancent à la figure en disant ce serait bien si nous intégrions si nous ratifions cette convention du Conseil de l'Europe. Et on voit bien que même sur un sujet, ce qui vient d'être fait là, donc ça y est, on vient de tourner la page, mais l'Allemagne a attendu presque une décennie pour le faire. Et c'est là où on voit que même sur un sujet comme la lutte contre la pédopornographie, qui ne peut pas, en tout cas, a priori, qui fait consensus dans nos économies occidentales, la question de faire cette concession à la globalisation en termes de lutte contre la cybercriminalité était considérée par ces États, éminemment démocratiques, on ne le conteste pas, comme un élément de fragilisation. Et donc, elles n'ont pas voulu l'intégrer, n'ont pas voulu le signer. Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de s'apercevoir qu'on peut être des fers de lance de la démocratie, des pays totalement respectueux des droits. Simplement, sur ce territoire cyber, on va s'apercevoir qu'on est assez chatouilleux sur ces questions-là, parce qu'on sait que ce qu'on aura perdu, ce qu'on va concéder au collectif, on le perdra définitivement et qu'il n'y aura pas de marge de discussion ou de négociation. Et donc, c'est là où on ne peut pas uniquement dire le Sud contre le Nord, l'Est contre l'Ouest, mais qu'au sein même d'une famille qu'on pensait homogène comme l'Union européenne, ou comme l'espace économique européen, si on prend plus large pour intégrer la Suisse, on voit que dans les faits, concrètement, il n'y a absolument aucun consensus. Non, mais ça montre bien cette contradiction qui existe. Bon, je parle même pas pour le CICR, alors encore moins pour la Suisse. Non, bien sûr, c'était juste pour, comme vous évoquiez, les pays... Mais pour dire, cette contradiction, on l'a aussi, on en parlait tout à l'heure. Madame Clinton qui s'est félicitée de ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie. Puis après, il y a eu Wikileaks. Quelle horreur, il y a Wikileaks. Donc, bien sûr qu'on est confronté à cette contradiction. Alors, contradiction, c'est clair, parce que c'est très ambivalent, hein, on le voit bien. On a évoqué Wikileaks, on peut évoquer Anonymous, on peut évoquer des gens comme ça. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu justement sur les acteurs, et avec vous, colonel Durand, sans doute. On a beaucoup évoqué jusqu'à présent des relations d'État à État, ou en tout cas de manipulation étatique, hein, c'est un peu de ça qu'on parle. Maintenant, essayons peut-être de voir dans ce concept de cyberguerre ce que vous appelez tout à l'heure la cyberguérilla, c'est-à-dire finalement la frontière qui nous amène au terrorisme. Et est-ce qu'on verra La notion de terrorisme, vous savez que vu des Allemands, la résistance, c'est du terrorisme. Là aussi, la qualification de terrorisme est extrêmement précaire. Selon l'endroit où on parle, effectivement, on est soit un résistant, soit un terroriste. Absolument. Ce que je voulais dire par là, c'est que est-ce qu'on ne va pas aller avec justement l'arrivée aujourd'hui de cette cyberguerre et de ces outils au conflit asymétrique le plus poussé. C'est-à-dire le conflit asymétrique le plus poussé, c'est un individu versus le reste du monde. Colonel Durand. Comme je disais tout à l'heure, on a une multiplicité d'acteurs. On a en face parfois des individus isolés, on a des groupes armés organisés, on a des groupes non armés organisés, on a des États. Donc on a toute cette complexité, mais cette asymétrie, elle n'est pas que dans le domaine cyber. On l'a aussi sur le terrain classique où on a exactement la même chose. On a les combattants qui ne sont rattachés à aucun groupe, qui causent des soucis. On a des groupes armés organisés, mais qui ne sont pas des forces armées en tant que telles. On a des États, on a des organisations non étatiques. On a le même type de problème. Donc je pense qu'il n'y a pas une différence fondamentale. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait qu'on a peut-être en face de nous des civils isolés. Est-ce que ça pose un problème ? Un civil, si on arrive à montrer qu'il a mené une attaque qu'on a réussi à caractériser comme étant une attaque ou une agression armée, il participe aux hostilités. Donc il perd sa protection en tant que civil et on peut le traiter, j'allais dire, en termes soft. Donc pour moi, ce sont les mêmes problématiques qui s'appliquent. On a les mêmes types d'acteurs dans les deux domaines, que ce soit le domaine conventionnel, que ce soit dans le domaine cyber. Par contre, la question du civil qui participerait directement aux hostilités, mais qui ne serait pas sur le théâtre d'opération, là, ça pose une question. Est-ce qu'on a un problème d'application ? On a un problème d'application territoriale du droit international. Est-ce qu'on a, une fois qu'on a trouvé que c'était un civil, qu'il participait directement aux hostilités, qu'il avait commis cette action, et qu'il est en Angleterre, chez nos amis, chez nos alliés, on lui envoie une bombe sur le nez pour s'en débarrasser, ou on le
dénonce aux autorités anglaises, et dans ce cas-là, il est soumis à la législation anglaise, il est traduit devant les tribunaux britanniques. Là, c'est une petite question qui nous pose problème, mais ce n'est pas tellement le type d'acteur qui, à mon sens, on se retrouve face au même panel, que ce soit dans le domaine cyber ou dans le domaine classique. Mais je ne sais pas, vous avez peut-être une vision différente, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est pas tellement dissemblable en termes de personnes qu'on a en face de nous. Et la symétrie, on l'a sur le domaine classique, on l'a dans le domaine cyber. À la différence, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on croit parfois que c'est le moyen asymétrique ultime, puisqu'il suffit d'un ordinateur pour mettre à genoux une armée opposée, mais comme je vous disais, les faits ont plutôt tendance à montrer que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il y a derrière souvent des organisations un peu plus structurées. Yves Sandoz, pour clore un peu ce chapitre, enfin provisoirement ce chapitre sur le juridique, est-ce que ça veut dire qu'il faut que le cyberespace oblige les juristes à reconsidérer la qualification de l'acte, à reconsidérer le rôle des acteurs, ou est-ce que le DIH tel qu'il est aujourd'hui peut finalement s'adapter à tout ça? Bon, je pense qu'il peut s'adapter à l'utilisation du cyberespace dans un conflit armé, mais pour l'exemple qui a été donné, si un acte qui pourrait être qualifié d'acte de guerre vient d'un État sans que l'État soit vraiment responsable, eh bien évidemment, la première chose à faire, c'est de demander aux autorités de cet État de collaborer, de coopérer pour arrêter l'acte et arrêter la personne. Le risque pour les États qui ne sont pas capables de le faire, c'est qu'on dit, vous n'êtes pas capable de le faire, je fais le ménage moi-même. Hein. Ça, c'est ce qui se passe dans les petits États. Alors ça remet en question la souveraineté nationale. Ça, c'est évident que les États faibles, ça s'est passé avec les actes terroristes, ça pourrait se passer aussi avec ça. Il y a un très grand risque pour la souveraineté nationale. Maintenant, là, je ne crois pas qu'on est tellement dans le domaine du droit humanitaire, au fond. On est plutôt dans le domaine de ce qu'on appelle le jus ad bellum, est-ce qu'il y a un acte de guerre ou pas. Dans le domaine du droit humanitaire, si vous voulez, on peut y venir. Alors, on y vient tout de suite, d'ailleurs, parce que je vous propose qu'on échange un peu autour de la protection des populations, alors, qui est quand même au cœur du DIH. Alors, justement, quel type de protection des populations dans ce cadre-là? Yves Sandoz, puisque vous aviez la parole déjà. Oui, écoutez, alors, je crois qu'il faut surtout dire que qu'on utilise un drone ou un bombardier, on a les mêmes obligations. Bon, on dirait qu'un drone, on ne peut peut-être pas facilement l'arrêter une fois qu'il a été envoyé, mais de précaution, de vérifier qu'on attaque un objectif militaire, tout ça. Donc là, les questions sont les mêmes. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a peut-être au sein du droit humanitaire, d'une part, de mieux comprendre cette méthode de guerre. Donc je pense qu'il y a un article juridique qui dit que quand il y a une nouvelle arme, on doit vérifier sa compatibilité avec le droit. Alors là, on pourrait très bien utiliser cet article pour étudier cette méthode de guerre. L'autre risque que je vois, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui, hein. C'est le débat autour de ce qu'est un objectif militaire. Et vous avez certains États qui sont assez étroits par rapport à ce qui est un objectif militaire, puis d'autres qui étendent cette notion à tout ce qui soutient l'effort de guerre, ce qui ouvre évidemment une palette d'objectifs beaucoup plus large. Alors là, il y a de nouveau un nouvel éclaircissement, approfondissement à avoir à cela, mais c'est beaucoup plus une question, c'est pas tellement, si vous voulez, une question directement liée aux moyens, au cyberespace, parce que ce serait tout aussi vrai avec des bombardements traditionnels. Colette Duras. Pour parler de la protection de la population, je dirais qu'effectivement, un des risques qu'on rencontre, nous, quand on discute avec les militaires, c'est qu'ils considèrent parfois l'arme cyber comme une arme non létale. Donc finalement, ils se disent, c'est moins nocif, c'est moins dangereux, donc on y va. On y va, et puis c'est pas très grave. Comme je vous disais tout à l'heure, l'effort que nous, on essaye de mener, c'est d'avoir la même analyse de critères et de tests qu'avec une arme classique. Et je prends l'exemple, par exemple, en Libye, où on avait pendant les opérations en Libye, des sites Internet qui diffusaient de la propagande pour le régime de Kadhafi, qui nous embêtait beaucoup, qui embêtait beaucoup les militaires et qui contribuait à maintenir le moral des pro-Kadhafi sur le terrain. Et moi, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, c'est simple, ces sites-là, on les a un peu identifiés, on sait où c'est,
on met tout ça en croix, on supprime tout ça, c'est facile, et c'est pas létal, donc en plus c'est forcément légal, on y va, voilà. Donc là, pareil, même processus, même analyse, on se pose la question déjà de savoir si c'est vraiment un objectif militaire, si ces sites font vraiment de la propagande, s'il y a un effet direct pour la poursuite des hostilités, s'il y a un intérêt pour nous, un avantage militaire direct à le supprimer, les mêmes critères que pour une attaque normale, et le fait que ce soit létal ou pas, finalement, c'est pas la question. Et la deuxième question qu'on se pose, c'est les effets que ça pourrait avoir, et là, l'analyse est beaucoup plus poussée, puisqu'il y a énormément d'effets indirects. D'accord, on coupe ce site, ça paraît évident, mais si on avait quelque chose de plus radical, c'est-à-dire qu'on coupe toutes les communications Internet du pays, est-ce qu'il n'y aurait pas des effets plus graves pour la population? Et c'est pour ça que je parle de protection de la population. On essaye de voir quel est le champ des effets indirects, et c'est là que c'est complexe, puisqu'on a un problème, comme je disais tout à l'heure, d'espace immatériel, on a des problèmes de temporalité, donc cette analyse doit être plus poussée, et finalement, elle s'oppose à la réaction basique du militaire qui est de dire arme non létale, donc on y va plus vite que d'habitude. Non, justement, on a une analyse plus poussée. Et par exemple, si on veut aussi agir contre ces sites en envoyant un virus, ça paraît simple, sauf que le virus, est-ce qu'on est capable de contrôler sa dissémination, sa propagation? Donc ce sont des questions qu'on se pose, et en toile de fond, évidemment, la protection de la population, puisque maintenant tout est informatisé, tout est automatisé, il y a beaucoup de choses qui passent par l'Internet. Donc parfois, on ne se rend même pas compte que si on attaque quelque chose, on va mettre en danger des données personnelles, ou on va mettre en danger des systèmes de soins. Enfin, il y a énormément de choses, et c'est en ce sens que je dis que la protection de la population, dans ce type d'action, nécessite une analyse encore plus poussée, finalement, que quand on fait du ciblage classique. Lors par exemple, de l'intervention en Irak, on a vendu à l'opinion publique le fait que dans les premières heures de l'attaque, on avait coupé les télécommunications, on avait coupé l'électricité, on avait coupé tous les réseaux, etc., en ne mettant en avant effectivement que le côté offensif. Et dans le même temps, les organisations humanitaires présentes à Bagdad, par exemple, n'avaient plus de télécommunications entre hôpitaux ou entre centres de secours. Oui. Et à l'inverse, je prendrais l'exemple inverse d'une attaque contre nous. On a eu le cas de certains virus qui s'attaquaient à des systèmes de contrôle aérien civils, qui donc avaient des effets sur la circulation aérienne civile, avaient des effets sur la vie de tous les jours des civils, mais dont le but, en fait, était indirectement d'empêcher l'activité aéronautique des avions militaires, parce qu'on se rendait compte qu'attaquer des systèmes informatiques sur des avions, c'était très difficile, c'était protégé. Par contre, de façon indirecte, en mettant des choses qui perturbaient la circulation aérienne, on arrivait aux mêmes finalités. Simplement, il y avait des effets concrets sur la circulation aérienne, avec des risques énormes. Mais voilà, deux réactions à ça. D'une part, effectivement, la population, la protection de la population, elle doit être au centre de nos préoccupations. Et le deuxième effet, c'est que parfois, nous, en termes de défense, on se focalise sur la protection de nos propres systèmes d'information directs, militaires, sur les avions, et finalement, l'attaque peut venir de façon tout à fait indirecte et tout à fait pernicieuse.